Stefan Zweig, La fin d'un monde. Le 22 février 1942, à Petropolis, petite ville nichée dans la montagne au-dessus de Rio de Janeiro, l'écrivain autrichien Stefan Zweig met fin à ses jours avec son épouse Charlotte Altmann. Ce geste, survenu en plein carnaval brésilien, résonne comme une énigme. Pourquoi un intellectuel célébré, admiré dans toute l'Europe, choisit-il de partir ainsi, loin de sa patrie, alors que la guerre fait rage? Un écrivain du monde d'hier. Né en 1881 à Vienne, Zweig grandit au cœur d'une Europe en pleine effervescence intellectuelle. Il devient l'un des écrivains les plus lus du XXe siècle. Ses biographies, Marie Stuart, Marie-Antoinette, Erasme, rencontrent un immense succès, de même que ses nouvelles, comme 24 heures de la vie d'une femme. Ami de Freud, de Romain Rolland, du poète Émile Verhaeren, il incarne la figure de l'humaniste cosmopolite. Mais ce monde de culture et de dialogue s'effondre sous les coups du fascisme italien et du nazisme allemand. Zweig observe la montée du fanatisme avec effroi. Le 10 mai 1933, à Berlin, ses propres livres brûlent lors des autodafés orchestrés par Goebbels. Son refuge autrichien, à Salzbourg, devient hostile. Des voisins qui autrefois le saluaient l'évitent désormais. L'exil permanent. En 1934, après une perquisition brutale chez lui, il quitte précipitamment l'Autriche pour Londres, laissant derrière lui sa femme Friederike et sa mère. Bientôt, il s'installe dans une vie errante, Angleterre, France, États-Unis. Partout, il emporte sa mélancolie, partout, il sent que le sol se dérobe sous ses pieds. À Londres, il rencontre Charlotte Altmann, de 27 ans sa cadette, d'abord secrétaire, puis maîtresse, puis épouse. Avec elle, il parcourt l'Europe, tout en écrivant sans relâche. Mais le déracinement et l'angoisse du nazisme l'accablent. En 1938, après l'Anschluss, ses biens sont saisis, ses livres interdits. Zweig devient l'exilé par excellence, juif errant, suspect partout, nulle part chez lui. Son univers s'effondre davantage. Le refuge brésilien. En 1940, il décide d'aller plus loin encore, l'Amérique du Sud. Le Brésil lui semble un paradis, un pays de paix et de métissage, éloigné du fracas européen. À Rio, il est séduit par le soleil, les paysages, la vitalité du peuple. Avec Lot, il s'installe à Petropolis, ville aux allures bavaroises fondée par des colons allemands. Leur maison, bordée par la jungle, devient leur dernier refuge. Mais ce paradis a son revers, l'humidité étouffante, les crises d'asthme de Lot et surtout la présence visible d'une communauté germanophone parfois acquise au nazisme. Même à des milliers de kilomètres, Zweig sent l'ombre hitlérienne rôder. Il se plonge alors dans l'écriture. C'est là qu'il achève Le monde d'hier, son autobiographie bouleversante, véritable testament spirituel. Il y raconte l'effondrement de l'Europe humaniste et cosmopolite qu'il avait connue, cette civilisation qu'il pensait éternelle et qui disparaît dans la barbarie. Il rédige aussi Le joueur d'échecs, allégorie de l'isolement et de la folie imposée par le totalitarisme. L'homme qui n'a pas su croire. Ses amis décrivent un homme usé, hanté par le malheur. Son ex-femme Friederike avait perçu cette obsession. Pierre Cot, ancien ministre français rencontré à New York, témoigne. Zweig ne parvenait pas à s'adapter au monde nouveau qui allait naître après la guerre. Trop attaché à l'Europe d'avant, il ne voulait pas croire que l'humanité puisse renaître de la barbarie. Contrairement à d'autres exilés comme Georges Bernanos, qui trouvaient dans la foi et la colère une énergie combative, Zweig se repliait sur lui-même. Il n'attaquait pas, il n'insultait pas Hitler, il n'écrivait même pas son nom. Le combat, il le portait en silence, et ce silence l'écrasait. Les derniers jours. En février 1942, en pleine fête du carnaval, Zweig et Lot participent à une parade. Mais soudain, ils croisent des caricatures d'Hitler et de Mussolini. Même tourné en dérision, ces masques le bouleversent. Il ne supporte plus ce rappel constant du mal. Le couple rentre à Petropolis. Les jours suivants, il règle ses affaires, lettres à ses proches, factures, manuscrits classés. Le 21 février, il dîne une dernière fois avec ses voisins, les Feder. Il rend des livres, serre les mains, esquisse un sourire triste. « Je ne ferai pas ce voyage-là », glisse-t-il lorsqu'on lui conseille de partir en Colombie. Dans la nuit, lui et Lot absorbent une dose mortelle de barbiturique. On les retrouve main dans la main dans leur lit. Lui en costume, elle en robe blanche, unis dans la mort. Sur la table, une déclaration d'adieu. « Je salue tous mes amis.
Puisse-t-il encore voir l'aurore après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient et je pars avant eux. Une énigme ouverte. Les funérailles sont fastueuses. Le président du Brésil mène le cortège. Dans le monde entier, lecteurs et intellectuels pleurent l'écrivain. Mais son suicide choque aussi. Bernanos, installé au Brésil, y voit une désertion. Comment un maître si respecté pouvait-il désespérer de la cause de l'humanité? Et pourtant, son œuvre continue de vivre. Le monde d'hier paraît après sa mort, bouleversant témoignage sur la chute d'une civilisation. Le joueur d'échecs, publié la même année, raconte la lutte d'un esprit contre la folie. Paradoxalement, ces textes portent encore une flamme d'espérance et de lucidité. Stefan Zweig incarne ainsi le drame d'un homme qui n'a pas su croire en l'avenir, mais qui a su raconter, mieux que quiconque, la grandeur perdue d'un monde révolu. L'histoire de Stefan Zweig est celle d'un homme qui a incarné, jusque dans sa mort, les contradictions de son époque. Issu d'une bourgeoisie juive éclairée, nourrie de culture européenne, il avait fait de l'écriture un pont entre les peuples. Ses biographies, ses nouvelles et ses essais visaient toujours à révéler l'humain derrière les rois, les reines, les anonymes, avec une empathie rare. Mais ce regard, ouvert et généreux, allait devenir sa plus grande fragilité dans un monde livré à la brutalité. Lorsque l'Europe s'effondre sous la montée des dictatures, Zweig perd davantage qu'une patrie. C'est tout son univers, fondé sur l'idée d'une Europe cosmopolite, tolérante et cultivée, qui disparaît. Il ne se reconnaît pas dans l'univers nazi, mais il ne parvient pas non plus à s'identifier au monde nouveau en gestation, celui qui naîtra de la guerre et qui portera encore les stigmates de la violence. Cet entre-deux, cet exil intérieur autant que géographique, finit par l'écraser. À Pétropolis, il aurait pu reconstruire une existence. Il avait une épouse aimante, des amis, une maison, des livres. Il avait même, paradoxalement, retrouvé une fécondité littéraire remarquable. Le monde d'hier, le joueur d'échecs, Brésil, terre d'avenir, mais cet élan n'était pas suffisant. Comme s'il écrivait pour solder une dette vers la vie, pour boucler une œuvre avant de se retirer. Sa mort, loin d'être un simple geste intime, a pris une valeur symbolique. Pour certains, elle fut une trahison, abandonner l'humanité au moment où elle avait le plus besoin de voix fortes. Pour d'autres, elle fut la conclusion logique d'un destin marqué par l'excès de sensibilité. Zweig n'était pas un militant, ni un combattant. Il ne savait pas transformer sa douleur en colère, comme Bernanos ou d'autres exilés. Sa révolte était silencieuse, tournée vers lui-même. Le paradoxe, c'est que son dernier souffle a donné encore plus de force à ses écrits. Ses adieux, empreints de courtoisie et de douceur, résonnent comme un testament moral. Puisse-t-il encore voir l'aurore après la longue nuit? En un sens, Zweig n'a pas seulement salué ses amis, il s'est adressé à toutes les générations futures. Son message, même désespéré, reste une invitation à protéger ce qui subsiste d'humanité dans les heures les plus sombres.